Aujourd'hui, je reçois Jessica, qui est CDO Europe chez Nestlé. Avant cela, elle était CDO chez Agicap, une scale-up française. On va parler de son parcours, de la finance à une start-up, un grand groupe, de ses plus gros chantiers chez Nestlé, avec notamment la création d'une équipe data technique en Europe, l'internalisation du data engineering et l'ajout d'outils modernes à la stack. On va également parler des plus grosses difficultés qu'a rencontré Jessica, avec par exemple la mise en place d'une culture très agile qui est nécessaire dans la data. Hello Jessica, ça va? Hello Romain, ça va super. Bah écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Tu te demandes quels sont les plus gros challenges des leaders data et IA. On a créé un dossier dans lequel on synthétise les challenges de chaque boîte reçue sur le podcast cette année. Dans chaque épisode, je demande aux invités quelles sont leurs plus grosses difficultés. On les a toutes centralisées dans ce dossier. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Je te mets le lien en description. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Nestlé et notamment le contexte data et IA pour commencer, s'il te plaît? Oui, alors Nestlé, c'est un très grand groupe. Donc juste pour situer un petit peu, c'est 270 000 personnes, 65 000 en Europe seulement. Alors moi, j'ai une équipe d'à peu près 170 personnes, dont 150 sont dans les pays de l'Europe. Et ensuite, j'ai créé un data hub central dont on va parler, où il y a à peu près une vingtaine de personnes. Et donc les personnes dans les pays, c'est vraiment les métiers classiques de la data. Donc par exemple, de la gouvernance, de l'analyse de données, de la visualisation. Et moi, je suis venue compléter ça donc avec les personnes en centrale et qui ont des profils plus techniques. Donc data scientist, data engineering, beaucoup plus poussés. Voilà. Bah, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet juste après. Mais avant ça, toi, comment tu t'es retrouvé CDO Europe chez Nestlé? J'ai fait une prépa, je suis ingénieure des mines et je suis partie au MIT en recherche et j'ai adoré le MIT, j'ai absolument voulu retourner aux États-Unis. Mais ensuite, je me suis perdue pendant 10 ans en finance de marché. J'étais trader dans un hedge fund, peut-être que vous avez vu le film The Big Short. Ryan Gosling dans le film, en fait, était mon chef pendant 5 ans. Ça, c'était assez intense. Ensuite, la régulation a détruit mon secteur. Et j'ai décidé de refaire des mathématiques, donc des statistiques cette fois-ci. Je suis partie à l'ENSAE et ensuite j'ai enchaîné les postes en tech, adtech, fintech, pharmatech, e-commerce. Et puis on est venu me chercher à Nestlé et là c'était un défi complètement différent. Mon chef avait une vision de révolutionner Nestlé sur le plan digital. Et puis c'est une aventure depuis presque 3 ans là, avec des fous rires au quotidien et c'est un moteur vraiment inébranlable. Peut-être tu l'as mentionné, mais tu es passé très vite dessus. C'était pas, facile cette réorientation, même si tu étais, bon, bien sûr, ingénieur, tu étais scientifique. La finance de marché, c'est quand même très analytique comme job, de ce que je comprends. C'est ça. Mais le switch, pour te retrouver ensuite sur des postes de leadership en data, c'était pas non plus un parcours de santé. En fait, on pouvait quand même exercer ma fonction de trading, de structurer de crédit, mais il fallait absolument, à cause de la régulation, aller en private equity. Et donc j'ai eu une offre d'une très grosse entreprise de private equity pour monter tout le business de trading CLO. Et ça a vraiment surpris tout le monde quand j'ai décidé de repartir à l'école et faire des maths à l'ENSAE. En fait, pour moi, j'ai vu que c'était le dernier moment d'attraper cette vague de la data. Et là où on faisait des modèles avec des statistiques, donc des copules, etc., j'ai vu que la data science apportait des réponses différentes. Et c'est là où j'ai pris connaissance du domaine. Et je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et je me suis lancée. Alors, un petit conseil quand même, au bout de 10 ans, on ne devient pas meilleur en mathématiques. Donc, ces transitions-là, il ne faut pas les faire trop tard. Ouais, c'est ça, Et ouais. ça a été vraiment très dur, oui. Bah, alors tu nous disais jusqu'à ce qu'on vienne te chercher et que tu arrives, du coup, chez Nestlé. Quel était le contexte, lorsque tu arrives, chez Nestlé? Alors j'étais, dans une énième, fintech, où j'étais déjà chief data officer et j'avais une équipe géniale et les projets étaient avancés sur le machine learning, donc c'était vraiment hyper sympa. Et puis bon, l'entreprise avait quand même quelques difficultés, financières. J'ai commencé à discuter avec des amis et on m'a mise en contact avec une personne qui est ensuite devenue donc, mon chef à Nestlé. Et il avait vraiment une vision qui m'a plu. Je pensais qu'il était un peu fou parce que je me suis dit, «Ouh là, entre la vision qui est super et l'état de maturité qui est quand même assez faible, il y a vraiment, un énorme gap à couvrir». Mais il m'a dit: «Je suis prêt». Et je me suis dit: «Bah, allons-y, je pense que si je peux le faire à Nestlé depuis zéro, eh bien, je peux le faire partout». Ouais, c'est une aventure, de dingue et tu peux peut-être justement nous illustrer ou rentrer un petit peu plus dans le détail de, bah, quel était, l'état, un peu quel était le contexte en rentrant un petit peu plus, sur les sujets, data? Alors quand je suis arrivée, le premier poste, c'était donc, Head of Data Analytics France seulement. Et donc il y avait une petite équipe de data analystes. Mais en fait, tous les projets sont quasiment externalisés. Il y a beaucoup de prestataires, donc externes. Et en fait, les postes en data, c'était plus, synchroniser, coordonner, s'assurer que,
ce que fournissent les prestataires correspondent aux besoins du business, mais plus un rôle de relation et moins un rôle de tech. Alors, bien sûr, les gens se débrouillaient en SQL, mais l'usage du Python n'était pas du tout généralisé. J'ai identifié ce gap pour aller attraper le niveau supérieur. Alors évidemment, il y a eu des personnes dans l'équipe qui ont commencé à faire des formations, qui ont appris à coder en Python et pour aller au niveau d'après. Ceci dit, il y avait quand même un besoin vraiment de data engineering, cette compétence qui est je pense que c'est clair pour tout le monde que c'est clé, elle était absente. Et donc, je suis venue changer un petit peu les profils. Donc, pour moi, les tech leads, c'était pas seulement juste de coordonner avec donc des prestataires en Inde notamment, mais réellement de coder soi-même et puis de tirer parti de la stack technique qui était mise à disposition par le global, mais qui était insuffisamment utilisée. Donc, on est venu l'étoffer dans le temps. On est passé, donc on avait Azure évidemment et puis Snowflake, mais Snowflake par exemple n'était pas du tout utilisé. Donc là, on est venu utiliser cette stack technique et ensuite on a mis en place DBT, Terraform et puis je me suis battue pendant 3 ans pour faire adopter Airflow. Et donc ça, c'est pas une petite victoire. Un grand merci à toute l'équipe d'ailleurs qui a largement contribué à convaincre Global IT. Je te propose qu'on rentre, justement, un peu plus en détail dans les chantiers que tu as menés. Donc, le 1er, que tu as déjà mentionné, c'est celui de, la création d'une équipe, finalement de data engineering, enfin l'internalisation, parce que tu dis que c'était, voilà, la responsabilité de prestataire jusque-là. Tu veux nous expliquer un peu, comment ça s'est passé? Ou je sais pas si tu avais aussi des éléments de contexte que tu voulais rajouter? En fait, j'ai eu énormément de chance, parce que mon N+2 a été nommé, chef du digital de l'Europe. Donc il est monté sur le board, de la zone Europe. Ensuite, il m'a demandé de le rejoindre à l'Europe et donc en fait, je suis passée d'un rôle de Head of Data Analytics France à un poste de Chief Data Officer Europe et comme c'était dans un contexte d'équipe qui se crée, de zéro, j'ai pu, donc prendre avec moi les profils qui étaient vraiment adaptés pour conduire les projets phares et en même temps avoir cette opportunité de recruter une équipe beaucoup plus technique, au service de toute l'Europe et pas seulement d'un seul pays. Ah oui, tu aurais eu plus de mal en fait à fédérer autour de ce projet si ça avait été que pour le périmètre France, alors que là, tu pouvais avoir les budgets, enfin un peu la vision de créer une équipe. Parce qu'effectivement, il faut quand même que ce soit une équipe d'un certain nombre de personnes, donc tout de suite tu as des coûts associés, et cetera. Exactement, donc pour avoir, une équipe de data engineering, il fallait quand même avoir une taille un peu plus grande. Donc je faisais déjà, des changements à la marge avec les départs. Par exemple, je remplaçais toujours avec des gens plus techniques. Ça aurait pris énormément de temps, je pense, si j'avais été simplement sur le poste France. Et là, comme on a pris en charge tous les projets prioritaires de la direction de l'Europe, on a eu ces budgets et cette possibilité d'avancer un peu différemment. Et donc ça va avec le projet que tu as mentionné juste après, qui était finalement le fait de, redéfinir une stack technique. Et là-dessus, tu disais notamment avec certaines parties, type Airflow, où là, c'est, justement, des discussions, enfin des projets finalement pour, je suppose, convaincre, calibrer, expliquer pourquoi, tel outil est nécessaire, et cetera. Tu veux nous parler un peu plus de cette partie-là? Alors Airflow, ça a été un long combat. Donc moi, je l'avais vraiment utilisé en tant que data scientist, mais où il fallait quand même mettre les projets en prod quand j'étais à Wayfair. C'est un géant de la vente en ligne du meuble. C'est comme un Amazon, mais spécialisé dans le meuble. Et là, c'était vraiment prioritaire que même un data scientist puisse gérer Airflow pour pouvoir passer manager. Et donc, bon, ça avait été très difficile quand, en tant que data scientist dans des notebooks, j'avais dû passer du code en production. Mais j'ai pris cette information quand je suis arrivée à Nestlé et je me suis dit vraiment, j'ai envie d'économiser du temps à l'équipe et qu'on fasse les choses bien dès le début. Le problème avec Nestlé, c'est qu'on est très, très SAP-centrique. Et donc, en fait, le global privilégie tous les outils qui vont bien s'interfacer avec SAP. Et on comprend pourquoi. C'est l'historique de la boîte, ça a beaucoup de sens. En revanche, pour les pipelines de data modernes, c'est vrai que Run My Job, que RMJ, qui est l'équivalent pour SAP, n'a pas les mêmes fonctionnalités et n'est pas tout à fait adapté. Donc il a fallu convaincre, Global IT et finalement, le faire approuver. C'était un long processus de plusieurs mois, très formalisé pour s'assurer, que sur le plan de la sécurité et puis tout un tas de contraintes internes, ça allait passer. On a eu, le soutien de la direction, justement pour faire ça. Mais c'est énorme, hein, parce que l'air de rien, c'est pas anodin, hein, réussir à mettre en place une moderne data stack dans un grand groupe comme ça, qui avait une culture tech finalement différente depuis très longtemps. Toi, tu parlais Snowflake, DBT, Airflow, enfin, c'est vraiment les Terraform aussi, classiques ouais, dont on ouais, ouais, entend ouais. souvent parler sur le podcast. Et ça fait le lien aussi avec l'enjeu de recrutement, parce que tu dis du coup que vous avez réussi à recruter pas mal de data engineers. C'est pas forcément facile d'attirer quand Oui. tu proposes aux data engineers
de travailler sur des stacks qui sont identifiés par le marché. Moi, je suis pas là pour faire du jugement, mais comme des stacks qui sont un peu vieillissantes, les profils, ils ont envie de travailler sur les outils modernes et donc parfois ça peut aussi rentrer dans la stratégie pour attirer les meilleurs talents. C'est tout à fait ça. Ça a été un enjeu aussi de recruter et de fédérer, parce que tu peux aussi rappeler peut-être combien de personnes tu as recruté? Bah, là, on est 22 en centrale, donc j'ai toujours 150 personnes à peu près dans les pays. Et là, on a un petit peu précisé les rôles et on fait des changements à la marge, un peu comme ce que je faisais en France au début. Donc on a clarifié, harmonisé les rôles et les changements sont petit à petit. Mais effectivement, l'équipe centrale, 22 personnes aujourd'hui, avec des profils vraiment très techniques. Et je ne te cache pas que ça a été difficile au début. J'ai vraiment, demandé aux gens de me faire confiance. En interne, les gens étaient très sympathiques, mais ils m'ont demandé si j'avais pas l'impression d'être un ovni en arrivant. C'est pour te dire à quel point, il y avait, une divergence sur la façon d'opérer et je pense que maintenant les gens sont convaincus. Mais oui, il a fallu 3 ans. OVNI dans le sens où tu poussais des projets, qui habituellement ou dans un autre, contexte ou une autre phase de Nestlé n'auraient jamais pu voir le jour. En fait, les personnes en data étaient vraiment persuadées que c'était impossible d'internaliser les fonctions techniques. Pas seulement le data engineering, mais data science, etc. Ils étaient persuadés qu'ils n'auraient jamais l'aval de la direction pour le faire, même si souvent ils étaient d'accord. Et en fait, bon, je leur ai prouvé un recrutement après l'autre. Et puis, on a quand même attiré de très beaux profits. Mais je pense que c'est intéressant de recreuser ce point-là parce que moi, j'ai déjà parlé à beaucoup de leaders dans des grands groupes qui, justement, ont du mal à faire cette bascule. Je pense qu'après, il y a un moment où ça devient, entre guillemets, un peu la boule de neige où c'est bon, une fois que tu as une équipe, des bons profils, eux, ils vont pouvoir attirer aussi des gens de leur réseau, etc. C'est exactement Mais ça. du coup, le moment clé, c'est ouais, c'est les 2 premiers qu'il faut réussir à attirer où là, il faut avoir des bons profils et après ça prend. Alors, je pense qu'au début, souvent on se dit, ben, je vais prendre mon head of data engineering, mon head of data science, et puis eux vont recruter les personnes en dessous. Le problème, c'est que ces profils-là vont pas forcément avoir envie de venir. Donc moi, j'ai fait aussi le pari d'avoir des gens très jeunes, des gens qui sortent de l'école, qui sont énergiques, qui sont brillants et qui m'ont beaucoup porté. En fait, c'est presque comme une famille. Et c'est la façon dont je recrute aujourd'hui, c'est que souvent à la fin, pour faire la vente, je fais venir les gens, faire un déjeuner avec l'équipe et en fait, la vente, elle se fait d'elle-même. C'est cette ambiance, en fait, qui est très sympathique et que j'ai toujours voulu créer. Donc, moi, j'étais donc en hedge fund, en private equity, dans des milieux peut-être un petit peu, agressifs. Je me suis toujours dit: «Si je crée mon équipe from scratch et ben, je vais vraiment privilégier cette ambiance». Donc à la fois très technique, mais très collaborative. Oui, et du coup, avec une vision long terme où tu acceptes peut-être d'avoir, une densité dans l'équipe qui est un peu junior au début, mais avec une vision que, bah, dans 3 5 ans, justement, si tu crées une bonne ambiance, que les gens restent, ça finira par marcher. Et en revanche, peut-être pour les gens qui nous écoutent, l'indispensable, c'est quand même de t'avoir toi qui, en revanche, avait la vision technique. Tu étais repassé finalement par des rôles, presque de contributeur individuel. Au début, tu Ah avais refait de la absolument! technique Ah oui, après oui, je ta suis repartie reconversion. stagiaire en data science, data scientist, j'ai fait vraiment tout le parcours jusqu'à chief data officer. Je l'ai fait exprès parce que je voulais avoir la légitimité. Je voulais pas être parachutée dans des postes, de management sans avoir réellement contribué, au niveau individuel et je pense que l'équipe l'apprécie. J'ai pas de mal à passer au tableau, à challenger des hypothèses, surtout en data science et en fait, j'adore ça. Bah, je pense que ça a été crucial dans le recrutement et alors ça veut pas dire que ceux qui n'ont pas fait, n'y arriveront pas, mais ils vont devoir réussir à avoir rapidement quelqu'un qui, incarne, cette crédibilité technique dans l'équipe pour, réussir les recrutements clés, sinon ça marchera pas. On reviendra après sur, tes plus grosses difficultés. Avant ça, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'illustrer un petit peu, la finalité de tout ça. Les gens se demandent peut-être, «OK, c'est cool, la partie technique, mais qu'est-ce qu'ils font, Nestlé, en data?» Est-ce qu'il y a un cas d'usage ou 2 dont tu pourrais nous parler, qui vient, illustrer un peu ça? Alors, au début, en fait, il y avait déjà un projet qui était mené depuis peut-être 1 an et demi. Donc je suis arrivée, il était mené en externe, donc avec un partenaire data science et il s'agit du marketing ROI. En fait, on appelle ça MNS Cockpit, c'est un projet data, donc en interne et en fait, l'objectif là, c'était d'optimiser toutes les dépenses médias de la France d'abord et puis quand on a grossi en fait, de l'Europe. Donc il s'agit de budgets très importants, plusieurs centaines de millions. C'est un énorme enjeu parce qu'on peut, optimiser la dépense média d'à peu près 10. Donc déjà là, ça te donne un ordre de grandeur de la valeur du projet pour les équipes business. La difficulté de ce projet, c'est que les données qui arrivent de nos fournisseurs, elles sont, vraiment de mauvaise qualité. En fait, les données d'investissement média, donc dans la télé, Facebook, WhatsApp et cetera, voilà, tout ça, on a des investissements très conséquents. Les gens y passent énormément de temps dans les équipes marketing et malheureusement, la donnée n'est pas d'une qualité suffisante pour l'optimiser, correctement. Donc là,
il y avait un enjeu data, il y avait un enjeu avec l'externalisation du data engineering et la data science chez le partenaire et je suis arrivée, à ce moment-là. Oui, parce que c'est un mix entre la qualité telle qu'elle arrive, où là, il faut retravailler peut-être presque les contrats d'interface ou les configurations des outils. Et après, il y a aussi la préparation au milieu qui là a été faite par un prestat où maintenant vous avez la main et donc ça va aider aussi. Et donc c'est un peu à ces 2 niveaux que tu retravailles toute la chaîne, quoi. Oui, alors là, ça a été un travail de fond et aussi avec le prestataire qui nous a beaucoup aidés parce que moi, je ne suis pas du tout une spécialiste du marketing. Et pour faire les modèles qu'on appelle des MMM, des marketing mix modèles, en fait, il faut une forte expérience en marketing. Il ne suffit pas de faire juste de la data science, parce qu'il s'agit de régression linéaire un peu modifiée. C'est pas très complexe sur le plan mathématique. On peut, faire des modèles bayésiens, Google a fait un excellent paper, là-dessus, qui est une excellente lecture et que je recommande d'ailleurs. Mais, il y a vraiment une forte composante business et donc là-dessus, il a fallu à la fois comprendre les enjeux des équipes business, travailler avec le prestataire sur la data science et venir pousser une stack technique et des pratiques de code un peu différentes. Donc j'ai réinternalisé le data engineering, mais pas la data science là-dessus. J'ai pensé comme ce data science a une forte composante métier, je vais la laisser chez le prestataire et par contre le data engineering, on va venir le mettre au propre avec des unit tests, avec des pipelines, harmonisés, avec des tables de mapping et cetera. Et puis, tu as tout à fait raison, en amont, on a commencé à mettre en place des contrats d'interface, des data contracts avec les prestataires, qui sont des agences médias, et qui fournissaient les données. Et là, c'est un vrai succès de l'équipe parce que, bah, le data contract que j'avais écrit pour, un des prestataires, juste pour l'Europe, est maintenant devenu le contrat data mondial, de Nestlé. Avec un super partenariat avec, le groupe marketing avec qui, je me suis vraiment très, très bien entendue là-dessus. Parce qu'on avait un problème commun et en fait, c'est là où les pratiques modernes de la data peuvent apporter des réponses différentes. Parce que c'est ça, à la fin, donc on voit l'enjeu data, que tu viens de mentionner qui est évident. La vision, c'est d'être capable peut-être, chaque année ou chaque trimestre de faire une recommandation globale sur voilà ce qui s'est passé côté marketing sur tous les canaux, voilà nos résultats, ROI on va dire sur chaque canal à la fin est global. Voilà ce qu'il faut mettre en place pour aller gagner ces 10 d'optimisation et de ensuite, communiquer ça aux bonnes personnes pour que ça se répercute simplement opérationnellement dans, bah, voilà, on descend le budget peut-être sur Facebook, on augmente sur Google, on augmente sur la télé, on baisse en revanche là parce que ça marche moins. Ça c'est un peu ça? C'est tout à fait ça et alors je vais ajouter une dimension un peu différente qui est liée à, en fait, à l'entreprise qui est Nestlé. En fait, l'entreprise de Nestlé est matricielle. Donc en fait, on a des fonctions, donc là, ça peut être le marketing, le digital et cetera. On a des catégories, donc là, il s'agit des catégories produits, donc le pet care, le food, le café et cetera pour n'en citer que quelques-unes et ensuite on a, tout un niveau donc pays, zone et global. Et donc en fait, dans le contexte des MMM, ce qu'on veut venir faire, c'est non seulement optimiser au sein de ce qu'on appelle une cellule, c'est-à-dire par exemple le pet care en France, mais en même temps, on veut aussi optimiser entre les catégories, entre les pays et peut-être venir, aussi arbitrer entre les marques. Et donc C'est voilà, il y a un réintégrer aussi de la stratégie d'entreprise là-dedans, quoi. exactement, d'où l'intérêt que la méthodologie de MMM soit harmonisée partout pour pouvoir venir faire ces arbitrages. Et ensuite, tu avais un second, je crois que tu dont tu voulais nous parler? Oui, alors là, ça c'est le projet qui vraiment, excite toute l'équipe en ce moment, c'est le Consumer Data Hub. C'est un projet beaucoup plus récent, donc là j'ai eu la chance d'être vraiment, au tout début. C'était vraiment une page blanche et là, en fait, on veut venir mettre dans un data lake commun toutes les données consommateurs de tous les pays, de toutes les marques en Europe pour Nestlé. Et en fait, comme Nestlé, c'est vraiment une marque, enfin, qui a un taux de pénétration dans les foyers qui est énorme. En fait, 25 des foyers de l'Europe consomment du Nestlé. On a un peu moins de 50 millions de consommateurs en base aujourd'hui. En revanche, ils sont complètement dispersés. Donc en fait, chaque pays, chaque catégorie va venir stocker les données de façon, différente et en fait, c'est pas du tout interopérable. Et donc là, en fait, l'idée, c'est de venir mettre tout dans un data lake commun où le GDPR soit pris en compte par design dès le début, en travaillant avec le Data Protection Officer pour avoir des règles qui sont harmonisées sur l'activation dans chaque pays, en tirant parti justement de la régulation. Donc la régulation peut être souvent vue comme un frein. Ici, pour moi, c'est un accélérateur parce que ça nous permet d'avoir la légitimité pour venir voir le business et leur dire, voilà, venez avec nous, on va pouvoir faire beaucoup plus en machine learning, mais aussi on va vous assurer une compliance by design. On fait un partenariat du coup avec Twilio Segment, l'outil Segment en tant que plateforme. Et là, donc là, on va venir activer à travers la CDP et donc un CRM, Salesforce, et puis donc tout un tas d'outlets. Et toute la data va ensuite venir dans le data lake, se déposer, être enrichie
Et c'est là qu'on commence à faire nos premiers cas d'usage de machine learning. Alors partir de l'Excel il y a 3 ans et arriver jusqu'au machine learning, pour moi, ça c'est une victoire. Oui, c'est ça, parce qu'après, toute la partie réglementation, c'est de savoir que, bien sûr, il y a les consentements qui vont bien, on enlève les données personnelles, et cetera. Mais on va dire, un cas d'usage type qu'on peut imaginer à la fin, c'est des cas d'usage qu'on va retrouver souvent dans le marketing. Ça pourrait être, par exemple, je sais pas moi, du scoring, de la recommandation de produits via l'application ou via des canaux, voilà, email ou des choses comme ça, pour proposer, peut-être des promotions. Enfin, voilà, ça va être, après de l'activation marketing peut-être en grande partie. Exactement, c'est exactement ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est surtout, avant de monétiser, on veut vraiment commencer à avoir une meilleure idée de l'engagement de nos consommateurs sur les sites. Est-ce que ça leur plaît? Qu'est-ce qui leur plaît? Comment changer le contenu qu'on leur met à disposition afin qu'il soit de meilleure qualité et qu'on engage plus le public? Si maintenant on fait un petit, pas, en arrière, sur tout ce qu'on s'est dit, donc les gros chantiers, ou les projets également, quelles ont été, tu dirais, les plus grosses difficultés, dans le cadre de un peu ce gros challenge que tu as mené, chez Nestlé? Je reviens pas sur la qualité des données des prestataires externes. On a une multitude de prestataires et là-dessus, en fait, eux aussi sont data immatures. C'est pas une question de mauvaise volonté, c'est simplement une question de prendre de la maturité ensemble. Et donc, en fait, mettre en place des data contracts avec tout un tas de prestataires, leur expliquer comment on va générer plus de valeur ensemble, que ça va nous permettre de dégager plus de revenus et qu'on va pouvoir acheter plus de données, rentrer dans ce cercle vertueux. Un des autres très grands enjeux pour moi, c'est l'internalisation des compétences techniques. Et là, je vais faire peut-être un petit détour, mais c'était hyper porteur de sens, en fait. Donc pour moi, la vision, c'est de prouver vraiment qu'avec des équipes jeunes, motivées, brillantes, on peut être tout aussi peu coûteux que d'externaliser en Inde. Certes, les salaires sont plus élevés, mais comme en fait on a beaucoup plus de contrôle et qu'on a cette proximité, cette interaction entre les équipes, on va devenir beaucoup plus efficace. Pour moi, c'est vraiment ça qui m'a porté, parce que si j'arrive à le prouver dans un grand groupe comme Nestlé, je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui nous écoutent et qui peuvent avoir ce même projet. Et ensemble, on rend l'Europe plus compétitive. Donc pour moi, ça, c'était vraiment porteur de sens. Alors bien sûr, ça vient avec des difficultés. Donc il faut arriver à convaincre, à recruter du talent, etc. Ensuite, il faut arriver à travailler avec Global IT pour se mettre ensemble sur ce projet commun. Et on a réussi à le faire, comme je t'expliquais, avec Airflow notamment. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est en France en particulier ou en Europe ou voire dans le monde. Est-ce que c'est culturel historiquement de vouloir, déléguer, d'avoir ce format où tu as surtout des chefs de projet IT au sens large et des prestataires externes et que du coup, c'est plutôt de la gestion de projet, voilà et c'est cette relation un peu client-prestataire? Ou est-ce que c'est parce que côté IT, on était sur quelque chose de quand même mature, stable, carré et peut-être au début de l'IT, ça avait plus internalisé parce que c'était de l'innovation et qu'au fur et à mesure du temps, avec des décennies qui passent, tu passes sur un format plus, optimisation des coûts, c'est stable, c'est carré, feuille de route avec des prestats et tout. Mais qu'en revanche là, du coup, sur la data, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus nouveau, on retourne sur quelque chose de plus, on va dire innovation et donc on est obligé de faire marche arrière. Enfin, comment tu lis un peu cette situation? Alors, je pense que tu as tout à fait raison et ça fait partie des enjeux. Donc, en fait, la data, pour moi, c'est pas une prestation, c'est quelque chose qui est vraiment cœur, puisqu'il s'agit de comprendre et d'alimenter les actions que prennent le business. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas savoir où on va techniquement. Et donc, on sait que les choses peuvent être outsourcées, même avec l'IT. Mais en fait, on perd les profils techniques qui seraient capables de vivre cette innovation future. En se disant que c'est statique, on s'empêche d'évoluer. Et donc, même si moi je ne suis pas CTO, CIO d'entreprise, je pense que là aussi, c'est probablement une erreur que de penser qu'on peut tout externaliser. Et en venant des États-Unis, les profils techniques peuvent vraiment accéder à des postes de senior management. Et c'est vrai qu'en France, quand je suis rentrée, on a un petit peu moins cette culture. Donc, on a vraiment des managers qui cessent d'être techniques. Et moi, j'aime beaucoup, enfin, j'ai très très peu le temps aujourd'hui, mais de temps en temps, j'écris un peu de code et je le pousse à mes équipes. Et je me dis, voilà, j'arrive encore à coder, certes de moins en moins bien, mais je pense que c'est vraiment important de montrer que pour moi, c'est quelque chose de central, en fait. Il y avait une autre difficulté dont tu m'avais parlé lorsqu'on s'est appelé, c'était, celle de l'agilité. Tu veux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors là, c'est vraiment un défi majeur et j'imagine que ceux qui nous écoutent ne sont pas surpris. Nestlé, c'est une très grosse entreprise. Quand on a 270 000 personnes, il est évident qu'il faut un peu s'organiser à l'avance. Et donc, on a ces planifications qui sont peut-être un an et demi à l'avance sur les budgets, sur les opérations, sur les recrutements. Donc, ça impose en fait une lenteur. Et on comprend pourquoi. Il y a un sens à ça. Et en même temps, en data, on ne peut pas s'organiser comme ça un an à l'avance. On est obligé d'adopter, surtout en data engineering, des sprints, donc toutes les techniques un petit peu de l'agilité.
Et moi, j'ai recruté en fait une personne qui avait travaillé avec moi à Addictive, donc qui est une entreprise d'adtech. Et j'avais adoré sa façon de mettre en musique une trentaine de profils techniques, software engineer, data engineer, etc. Et en fait, je l'ai fait venir justement à Nestlé parce que je savais que j'allais pas y arriver seule. Et il est venu embarquer ces procédures un peu agiles au sein de mon équipe. Mais ensuite, l'agilité, c'est pas que dans mon équipe, c'est aussi promouvoir cette vision en externe et essayer d'évangéliser sur un petit peu plus de flexibilité auprès de tous nos stakeholders. Et je te cache pas que ça reste un défi. Et je pense qu'on a avancé. Je ne sais pas si on a encore gagné. Et peut-être un dernier point, c'est l'upskilling scientifique. Donc, en fait, comprendre que les régressions linéaires, elles ne peuvent pas se faire exactement comme on veut. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions business qui ont une très grande légitimité et j'adorerais avoir la data pour y répondre. Malheureusement, je pense que le rôle du data scientist et le rôle, en tout cas, du chief data officer, c'est parfois de dire aux équipes, je regrette, j'ai tout simplement pas les données pour répondre à ta question. Par exemple, pour rendre tout ça plus concret, sur la télé, on peut avoir fait plusieurs campagnes. Les MMM répondent de façon plus long terme. Donc en fait, par exemple, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, quelle a été l'efficacité du canal télévision. En revanche, au niveau de la campagne, on peut faire des lectures à la campagne, mais on ne peut pas modéliser à la campagne. Tout simplement parce que quand on a 150 observations, donc à peu près 3 ans de données hebdomadaires, on ne peut pas avoir 400 variables. Ça ne marche pas sur le plan statistique. Et expliquer l'importance d'une p-value, la robustesse scientifique, ça, c'est toujours un défi au quotidien. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe data chez Nestlé? En fait, le projet Consumer Data Hub, alors déjà, je pense que ça va être génial l'année prochaine parce que là, on a fait tout le travail de fond de mettre en place l'infrastructure. Là, le gros défi l'année prochaine, c'est d'arriver à couvrir 80% des consommateurs en Europe. Donc, comme tu imagines, au début, on a des gros pays comme le UK, l'Espagne, la France. Et puis, on a un peu la queue de peloton sur les parties de données. Donc, en fait, il y a plein de pays qui ont tout simplement peu de données ou plein de catégories business qui ont peu de données. Et donc, en fait, couvrir 100%, bah, ça va prendre du temps. Mais déjà, essayer de couvrir 80% en une année dans le contexte de Nestlé, ça, c'est un vrai défi. Et je pense qu'on va y arriver l'année prochaine. Et en parallèle de tout ça, en fait, on va pouvoir aller beaucoup plus loin sur le machine learning. Donc là, j'ai recruté un Head of Data Science en début d'année. Et donc, c'est un académique, il a un doctorat, etc. Et on est en train de vraiment essayer d'aller beaucoup plus loin. Donc avec des systèmes de recommandation, avec des scores d'engagement, avec des choses qui, je pense, vont être très très sympas l'année prochaine. Et puis, sur le plan business, on a un pari fou de mon chef, Mathieu Ovart, qui a envie de révolutionner le rapport à la nutrition en Europe. Donc en fait, on a un défi où la plupart des gens, donc 90% des gens, voudraient manger bien et seulement 10% des gens pensent manger bien. Et donc entre les deux, il y a un delta. Et nous, on se demande si, avec cette plateforme qu'on commence à avoir, on peut aller beaucoup plus loin avec des partenariats, avec le centre de R&D de Nestlé qui, pour le coup, est très en avance, on a beaucoup de médecins, etc. C'est pas forcément des choses que les gens savent, mais en fait, le centre de R&D de Nestlé à Lausanne, il est vraiment à la pointe sur tout ce qui est chimie des produits. Et donc, il y a toute une connaissance en nutrition qui n'est pas mise au service du public. Et en fait, on se demande quel est le format pour faire ça, pour faire le lien entre les produits, la nutrition et les gens. Écoute Jessica, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Moi, j'écoute beaucoup ton podcast et je l'adore. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui a déjà été partagé. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? En fait, il y a un livre absolument génial qui est donc A Brief History of Intelligence par Max Bennett. C'est absolument fascinant parce qu'en fait, ça fait le lien entre l'évolution, la biologie et le machine learning. Donc, c'est une histoire qui est la nôtre en fait, qui démarre il y a 550 millions d'années avec les bilatériens, donc juste après les coraux, et avec 5 breakthroughs, arrive vraiment à l'intelligence humaine. Et la personne qui a écrit le livre, que je ne connais pas, mais je suis absolument fascinée par ce qu'il a écrit, fait le lien avec les algorithmes de machine learning, les réseaux de neurones, etc. Et on voit à quel point on s'est inspiré en fait de la biologie, ou parfois on y est arrivé par des chemins indépendants et on s'est rendu compte qu'en fait on faisait la même chose. Et moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fascinant. Il y a très peu de livres que je lis 2 fois, je viens de le relire et j'adorerais pouvoir partager ce contenu avec les auditeurs. C'est une des dernières recommandations de lecture de Daniel Kahneman, le prix Nobel d'économie, qui vient de disparaître il y a peu de temps. En tout cas, je suis convaincu, je vais l'acheter après notre podcast. Il y a autre chose que tu voulais recommander sur la partie ressources? Je t'en parlais tout à l'heure, en fait, je trouve que tous les podcasts de l'univers Freakonomics sont vraiment exceptionnels. De l'économie à la finance, en passant par la physique.
Je trouve que c'est très enrichissant. Moi, j'ai plus de temps mort dans les métros ou dans les transports. C'est vraiment du contenu de très grande qualité. Écoute, je mettrai tout ça en description. Et enfin, qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Alors, comme je t'expliquais au début, j'ai eu pas mal de rebondissements dans ma carrière, entre la crise financière, la régulation, et cetera. Et moi, je pense que c'est une attitude face à ces choses-là. Juste essayer de voir tout sur le plan positif. En fait, je pense que ça permet de reprendre contrôle de son histoire. Et je vais peut-être te raconter une petite anecdote. Donc, c'était justement au moment où j'ai repris un peu le trading en CLO. Je suis arrivée un peu par hasard dans un entretien avec Greg Littman, donc on en a parlé dans le film. Et il me demandait un peu d'expliquer comment j'arrivais là, et puis c'était un peu aléatoire. Et je lui dis, en fait, moi, je prends toutes les mauvaises décisions au mauvais moment. Je serais assez inquiète si j'étais toi que je postule dans ton entreprise. Il a adoré et 3 heures plus tard, il m'a fait une offre et du coup, j'ai commencé, cette carrière en hedge fund, à ce moment-là et je pense qu'en fait, c'était juste drôle et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir, le changement. Écoute, Jessica, on va finir là-dessus. Merci beaucoup en tout cas d'être venue sur le podcast. J'ai passé un super moment et j'ai appris plein de choses. Merci Robin. Dites-nous dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode. Mettez-nous un petit commentaire. Venez commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Jessica pour diffuser cet épisode. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Pour info, DataGen, c'est aussi un collectif de top profils data indépendants. Grâce au podcast, on a réuni des pointures issues des plus belles boîtes. Si vous avez besoin d'accélérer et que vous souhaitez être accompagné par les meilleurs, vous pouvez réserver un appel de découverte avec moi via le lien en description.